l'incarnation de l'utopie érotique qui a habité les fantasmes des navigateurs occidentaux du XVIIIe siècle. De ce territoire composé d'une centaine d'îles et d'atolls, colonisé par la France à partir de 1842, nous connaissons également les chants et les danses appelées Orit-Heiti, qui constituent depuis toujours le cœur battant du concours du Heiwai-Tahiti, faisant de ce dernier le feu d'artifice de couleurs, de mélodies et de mouvements qui embrasent chaque année le ciel de Tahiti, la capitale. Cependant, si certains fondamentaux de la culture tahitienne tels que le Orit-Heiti, la danse, ou encore le tatouage sont assez bien connus des amateurs d'exotisme qui, au gré des vols et des courants marins, viennent poser le pied sur cette terre polynésienne, il y a certains traits de la culture maori, de la culture donc autochtone, qui nous glissent entre les mains si l'on ne sort pas du confort sécurisant de ce que nous connaissons déjà. C'est le cas notamment de l'enchantement que nous procure la verve tahitienne. En effet, de prime abord, si bon nombre d'autochtones, ou encore appelés maori, peuvent paraître taciturnes, ceci n'est en aucun cas le signe d'un manque d'intérêt qu'ils accorderaient à la prise de parole ou même à la langue tahitienne qu'on appelle chez nous Reo-Tahiti. Effectivement, c'est parce que le Reo-Tahiti est une langue de tradition orale, c'est-à-dire ne possédant pas à l'origine une écriture, que les Maoris furent contraints de perpétuer le savoir, l'histoire et les traditions ancestrales par la force de la mémoire et de l'oralité. C'est également la raison pour laquelle ces derniers accordent nécessairement à leur langue et à l'expression oratoire un intérêt significatif qu'ils ont d'ailleurs l'occasion d'exprimer avec enthousiasme lors d'événements qui rythment les rencontres communautaires. Je pense ici aux célébrations cultuelles protestantes durant lesquelles les Maoris, issus du clergé ou non, ont l'occasion d'exprimer toute la magie du verbe tahitien, ou encore aux réunions politiques lors des campagnes électorales en Polynésie française, au cours desquelles les hommes et les femmes politiques qui ambitionnent une place de premier choix doivent impérativement manier le Reo-Tahiti avec une virtuosité certaine, car cette langue, parmi l'électorat autochtone, est encore celle du cœur, qui sait faire appel à un univers conceptuel maori familier, donc rassurant, contrairement au français qui peut revêtir le statut de langue technocrate difficile à saisir. En termes d'expression, d'espace d'expression oratoire, je ne peux pas ne pas citer également les compétitions déclamatoires brillamment conçues et organisées au sein des écoles primaires appelées Orero, pilotées par la cellule langue et culture polynésienne de la direction de l'enseignement primaire en Polynésie française. Ces rencontres, qui mobilisent un nombre extrêmement important à la fois d'enseignants, d'élèves, de parents d'élèves, permettent aux enfants d'être sensibilisés très tôt et pour certains d'être initiés à nos langues vernaculaires qui sont utilisées comme des outils éloquents de transmission de savoirs ancestraux, culturels, mythologiques et communautaires. Ce type de manifestation, qu'il est souhaitable de voir s'étendre aux élèves du secondaire, permet de créer, voire de créer du lien identitaire entre les jeunes et leur langue maori, c'est-à-dire vernaculaire, dans un contexte où ce lien tend justement à disparaître, comme nous allons le voir. Comme je l'évoquais plus tôt, la Polynésie française est composée d'une centaine d'îles, de 118 pour être plus précis, dispersées sur un territoire aussi vaste que celui de l'Europe. Ces îles sont regroupées en 5 archipels. L'archipel de la Société, composé des îles du Vent et des îles sous le vent, l'archipel des Tuamotu, l'archipel des Gambiers, celui des Australes et des Marquises. Cette mer d'îles, pour reprendre l'expression consacrée d'Epili Hau'ofa, reflète évidemment aussi une diversité linguistique qui est parfois occultée par le poids relatif de la langue tahitienne au sein de la Polynésie française. Si la langue tahitienne est la plus représentative des langues maori de notre territoire en termes de nombre de locuteurs, il existe également aux côtés de celle-ci 6 autres langues référencées par Charpentier et François dans leur atlas linguistique de la Polynésie française. Il s'agit du Paumotu, du Marquisien du Nord, du Marquisien du Sud, du Mangarévien, du Rapa et des langues des Australes. En termes d'institutionnalisation de nos langues, on peut évoquer la création à ce jour de 3 académies de langue directement inspirées du modèle français de l'Académie française, fondée au XVIIe siècle par Richelieu. La première et la plus ancienne de notre territoire, appelée Farivana, est celle du tahitien créée en 1974. La seconde, appelée Tuhuna Ewenata, est celle du marquisien créée en 2000. Et enfin, la dernière, créée en 2008, Varuruvananga, est celle qui est dédiée à la langue Paumotu.
C'est à la suite de l'extension de la loi d'Eixon au territoire de la Polynésie française en 1980, loi permettant l'ouverture des portes de l'éducation nationale aux langues régionales, que les élus maoris officialisaient l'enseignement de nos langues vernaculaires en 1981. Si des efforts notables ont été fournis dans le développement de l'enseignement du tahitien, notamment dans le premier degré et à l'Université de la Polynésie française, il reste encore cependant du chemin à parcourir dans le cycle secondaire qui ne compte à ce jour qu'une seule heure de tahitien obligatoire par semaine en classe de 6e uniquement. Les collégiens et les lycéens de Polynésie française, en fonction des filières dans lesquelles ils s'engagent, évidemment, ont la possibilité de bénéficier de quelques heures de cours de tahitien par semaine. Cependant, il arrive fréquemment que le tahitien soit en concurrence avec d'autres langues telles que l'espagnol ou le mandarin, parmi lesquelles les élèves doivent faire un choix. C'est d'ailleurs à l'occasion de ce choix, dans le cadre de la scolarité, mais pas uniquement, qu'émergent des questionnements sur l'intérêt d'étudier et de pratiquer le tahitien plutôt qu'une langue étrangère, ou inversement de s'investir dans l'étude d'une langue différente du Réo-Tahiti. Bien sûr, mon propos ne consiste pas ici à dresser les contours d'une situation manichéenne dans laquelle, d'une part, tous les élèves polynésiens qui font le choix de prendre des cours d'espagnol n'ont forcément aucun attachement identitaire envers le tahitien ou plus largement envers les langues maoris, ou alors, d'autre part, que ceux qui font le choix du tahitien ressentent dans la totalité un tel attachement. Ceci étant dit, je voudrais examiner quelques éléments constitutifs de ce détachement identitaire qui, malgré tout, peut déterminer l'orientation de certains choix linguistiques, que ce soit à l'école ou dans les foyers polynésiens. Tout d'abord, il faut dire que les langues maoris ne jouissent pas nécessairement de représentation valorisante parmi les jeunes polynésiens. La langue tahitienne est perçue parfois comme la langue des réprimandes et celle du secret. En effet, il existe encore des personnes qui gardent le goût amer des remontrances parentales exprimées exclusivement au moyen de la langue tahitienne, associant émotionnellement ainsi cette langue à ce que j'appelle la langue des réprimandes. D'autres personnes gardent en mémoire le fait que le Réo-Tahiti était utilisé entre adultes pour empêcher les enfants de saisir la teneur des discussions. Enfin, chez beaucoup de jeunes, le tahitien peut représenter également la langue des vieux et ou des sujets sérieux. Ce détachement identitaire des élèves vis-à-vis du tahitien est également encouragé par une société qui juge de l'utilité de la réappropriation du tahitien au moyen d'un critère unique, celui de son potentiel économique. L'utilité en question de la langue tahitienne est d'ailleurs une interrogation qui revient souvent dans les discussions ou dans les inquiétudes de certains parents d'élèves du primaire ou du secondaire. À quoi ça sert d'apprendre le tahitien? Est-ce que c'est utile? Est-ce que cela peut permettre à nos enfants d'accéder à un emploi? Or, si l'ambition d'un avenir professionnel assuré est tout à fait légitime, on peut cependant constater aussi que la question de l'utilité du tahitien qui, en théorie, pourrait être déclinée sur plusieurs facettes, utilité culturelle, identitaire, sociale, etc., n'est en fait appréhendée ici qu'au travers d'une seule d'entre elles, c'est-à-dire celle d'une utilité économique suffisante qui permettrait aux détenteurs de ce capital linguistique d'acquérir un emploi qui constitue la première marche menant potentiellement vers une réussite sociale. Or, on touche ici, selon moi, au cœur de la problématique qui mesure l'intérêt d'un investissement dans l'apprentissage ou la réappropriation de nos langues ancestrales à l'école ou ailleurs, sur la base du critère de leur utilité économique, autrement dit sur leur capacité ou non à constituer un atout de poids dans l'accession à un emploi. Malheureusement, sur le marché des langues qui remplissent ce critère de l'utilité dite économique, nos langues vernaculaires ne sont pas au même niveau que le français, l'anglais ou le mandarin, par exemple, car contrairement et comparativement à ces dernières, nos langues ne possèdent pas un nombre de locuteurs aussi important. Faut-il pour autant estimer l'importance d'une langue en fonction du nombre de ses locuteurs? Je ne le pense pas. S'il est essentiel pour moi d'établir ce diagnostic dans lequel je mets en exergue une des raisons qui participent à ce détachement identitaire d'une partie de la population et notamment de certains élèves vis-à-vis de nos langues, il en appelle cependant un autre. En effet, l'omniprésence de la question de l'utilité tend à occulter la question cruciale de la valeur de nos langues, car ces deux concepts sont amalgamés involontairement sûrement dans une équation qui voudrait nous faire penser que la valeur d'une langue se mesure nécessairement à l'aune de son utilité et, dans le cas du tahitien, de son utilité économique. La distinction entre ces deux éléments est très importante car il peut arriver
que la valeur d'un point de vue identitaire, patrimonial ou culturel soit inversement proportionnelle à l'utilité définie sous un angle purement économique. Or, pour renforcer ou pour recréer un lien identitaire entre nos jeunes gens et leurs langues ancestrales, leur permettant ainsi de considérer un apprentissage linguistique, il est urgent d'insérer, donc de distinguer dans l'esprit populaire et académique la question de la valeur culturelle inestimable de nos langues maoris qui constituent des piliers de notre autochtonie. Alors, bien que, pour parler maintenant un petit peu de Hawaï, bien que comparaison ne soit pas forcément raison, il serait dommage que celle-ci ne se prive de la comparaison, particulièrement dans nos mondes océaniens. Ainsi, c'est parce qu'il existe entre Tahiti et Hawaï deux histoires coloniales différentes que la situation de la langue hawaïenne, Olelo Hawaii, diffère sur plusieurs aspects de celle du Reo Tahiti, le tahitien. Si en Polynésie française, le tahitien fut une langue officielle au début des années 80, la révision de la Constitution de la République française de 1992, précisant dans son article 2 que la langue de la République est le français, finit par priver le Reo Tahiti de son statut de langue officielle, contrairement au hawaïen qui est l'une des deux langues officielles de l'État de Hawaï depuis 1978. Grâce à ce statut de langue officielle et aux efforts de quelques professeurs de hawaïen, la création d'écoles d'immersion appelées Punana Leo, dans laquelle les enfants peuvent suivre un cursus entièrement en hawaïen, fut possible à partir de 1984. Depuis ces écoles se sont étendues sur l'ensemble de l'archipel. Et aujourd'hui, il est tout à fait possible à Hawaï de bénéficier d'une scolarité partant de l'école primaire jusqu'à l'université entièrement en hawaïen. Malgré ces efforts qui tentent de fabriquer de nouvelles générations de locuteurs, il est encore difficile pourtant de trouver des personnes qui parlent le hawaïen en dehors de certains espaces clos tels que l'université de Hawaï par exemple. Et surtout, il est rare de trouver encore des locuteurs ayant le hawaïen pour langue maternelle. Alors qu'en Polynésie, en comparaison, en Polynésie française, le nombre de locuteurs de langue polynésienne n'est pas comparable à celui de Hawaï puisqu'il est sensiblement plus élevé. Toutefois, du fait de la conscience de l'urgence de perpétuer la langue hawaïenne qui, malgré tout, se pratique de manière restreinte, les Hawaïens entretiennent un attachement identitaire fort vis-à-vis de leur langue, permettant à beaucoup d'entre eux de dépasser la dimension utilitaire attachée à la langue pour mieux se la réapproprier en mettant plus souvent en avant sa valeur culturelle et identitaire. Et enfin, pour conclure, concernant les Maoris, faut-il qu'un jour les Maoris deviennent minoritaires en Polynésie française et doivent faire face à une perdition dramatique du nombre de locuteurs dans nos langues polynésiennes, pour considérer également ces langues sous la dimension de leur valeur culturelle, justifiant ainsi qu'elles soient perpétuées indépendamment de tout critère économiquement utilitaire. Il faut espérer que non. Merci. Bien, merci Steve. Je vais passer maintenant la parole à Serge, puisque c'est lui qui, d'après le programme, est chargé de mener le débat et de faire ensuite les conclusions. Serge ? Oui, non, oui, enfin, je me sens bien incapable de mener le débat. Certes, questions, réponses, avec plaisir. Les conclusions de la matinée, il faudrait un peu plus de temps et de recul. Mais ouvrons avec toi, si tu veux bien, le débat. Enfin, d'abord, tu avais dit tout à l'heure des questions sur les trois papiers de maintenant. Et puis après, peut-être plus généralement. Hein ? Y a-t-il des questions, alors ? Oui. Attendez, il y a un micro. C'est pour l'enregistrement. Ah bon, désolé. C'est quant aux académies des langues samoanes et mahoriennes. Quel rôle jouent-elles ? Est-ce que leur rôle normatif décourage plutôt les jeunes à les parler parce qu'ils ont l'impression de ne pas bien le parler ? Ou est-ce que ça crée plutôt un espace encourageant l'apprentissage des langues ? Je vais répondre d'abord. Autant que je sache, il n'y a pas une académie de la langue et de la culture samoane
au sens des académies que Steve mentionnait pour la Polynésie ou de la LK ici. Il n'y en a pas au sens où, disons, créer un lieu sacré de préservation, le besoin ne s'en est pas fait sentir encore. Maintenant, les tentatives depuis longtemps de pouvoir établir des dictionnaires monolingues, ça a commencé il y a 15 ans, si pas plus, et ça n'a pas abouti. Des accords dans les comités, des accords même au départ, faut-il faire un dictionnaire samoan anglais totalement repensé par rapport au dictionnaire de Milner qui est très bon, où faut-il faire un dictionnaire monolingue, ce qui était évidemment l'option privilégiée par ceux qui sont, disons, pour le tout samoan. Là aussi, c'est un débat qui ne s'est pas conclu. De même que dans ces années-là, il y avait un gros débat au début des projets universitaires. Faut-il une université à Samoa qui soit tout en samoan, que pour les Samoans, ce qui revenait au fond à en faire un institut de formation des maîtres de la langue samoane. Il existe déjà, un Teachers Training College. Et puis évidemment, d'autres qui ont eu la majorité finalement, et qui ont dit non, l'université doit, si on fait une université chez nous, il faut qu'elle puisse s'ouvrir sur la région, il faut qu'on puisse avoir un conseil scientifique avec des collègues venant d'ailleurs pour avoir une certaine crédibilité, etc., etc. Débat absolument classique. Mais bon, en ce sens-là, il n'y a pas une académie de la langue samoane et il n'y a pas aujourd'hui, cette peur. Alors bon, il faut que je nuance, parce que ce que vous disiez, la peur de parler samoan, parce qu'il y a une académie ou disons des maîtres. Il y a ça, mais il y a ça dans cet univers très particulier qui est le langage cérémoniel. Absolument personne n'a peur de parler samoan à Samoa. Petite parenthèse, en revanche, c'est tout à fait le cas pour des Samoans nés en Nouvelle-Zélande qui rendent visite à leur famille au pays, et là, ils savent qu'ils vont se faire allumer par tous les cousins du matin au soir. Parce qu'évidemment, ils n'auront pas le samoan de tous les jours, ils auront un samoan un peu plus scolaire, un peu plus hésitant, etc. etc. Parce que nés en Nouvelle-Zélande, certes ayant étant exposés au samoan en famille, mais ayant fait toute leur scolarité, le plus souvent dans un enseignement du tout anglais. Mais en revanche, entre Samoans nés à Samoa, etc., là où il y a une véritable peur, je ne suis pas capable, qu'est-ce qu'on va dire, c'est si on veut s'engager, sauf que ça n'est évidemment pas obligatoire dans la voie du discours cérémoniel. C'est des choix que l'on fait. Je veux essayer que la famille me confie un titre d'orateur qui fait que dans les mariages, funérailles, naissances, dédicaces de nouvelles maisons, d'églises, je prendrai la parole. Ça, c'est un choix. Donc, il n'y a rien d'obligatoire. Si on fait ce choix, c'est qu'on a déjà un appétit extraordinaire pour l'art oratoire, qu'on a passé des années à être assis à l'extérieur des maisons cérémonielles et à écouter les autres et à s'entraîner. Et puis un jour, on se lance et ça devient une école. Mais c'est une école du langage cérémoniel qui est très particulier, qui est à la fois la manière de parler, mais aussi toute une connaissance sur tout le répertoire mythologique, etc. Mais au jour le jour, non, il n'y a pas du tout une honte, parce qu'on n'est pas dans les mêmes situations, justement, que chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, Hawaï, Tahiti. Concernant Tahiti, et pour comparer aussi un petit peu avec la situation de la langue hawaïenne, c'est intéressant aussi de voir qu'en termes d'institutionnalisation de nos langues vernaculaires, on suit finalement de très près les modèles établis par les puissantes administrantes passées ou présentes. Par exemple, il y a une chose que j'ai remarqué quand je suis arrivé à Hawaï, c'est que
Tout comme en anglais, je suppose qu'en anglais, il n'y a pas d'académie de langue anglaise, il n'y a pas aussi d'académie de langue hawaïenne. Ça n'existe pas. La norme, elle est créée par les professeurs, et notamment les professeurs qui sont à l'université. Dans le cas du tahitien, on a, comme je l'ai dit, on a copié le modèle d'académie française, et on a voulu que cette académie française soit l'institution qui vienne distiller les normes. C'est ce qu'elle a essayé de faire en normalisant notamment l'écriture, etc. Cependant, après, dans la réalité quotidienne, l'académie, comment dire, pour parler simplement, ne fait pas peur, c'est-à-dire dans le fait de parler tahitien correctement ou pas, l'académie n'a pas ce pouvoir de censure. Exactement, comme en français. Là où il y a potentiellement ce pouvoir de dire tu parles bien ou tu parles mal, elle se situe au niveau des spécialistes de la langue tahitienne, des grands orateurs, qui parfois, pour certains d'entre eux, font partie de l'académie tahitienne. Mais disons qu'on ne peut pas dire que l'académie tahitienne regroupe, monopolise toutes ces personnes-là. On peut aussi avoir des gens, ces spécialistes en question, issus de l'Église ou du monde de la culture. Donc, voilà. J'ai une question pour Johnny. Vous avez parlé de génération élevée par les femmes à Montravel. J'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait quand vous parliez d'importance linguistique, que ça avait une importance linguistique dans la place de la langue. D'abord, je me demande où sont les hommes et quelle importance linguistique, de quoi s'agit-il? Quel est le rôle joué par les femmes, plus particulièrement à Montravel? Alors, génération élevée par les femmes, c'est dans... Les hommes, ils sont où? Simplement, ils sont au travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les hommes vont travailler, c'est un peu le pourquoi même de la création de ces quartiers, pour pouvoir à la fois résorber l'habitation insalubre surnommée à l'époque. Donc, on va les mettre ensemble. Donc. Et finalement, le quotidien la vie au quotidien de ces quartiers-là, elle est rythmée par les femmes et les enfants. Et les femmes vont pallier à la fois l'absence du père, elles vont essayer de donner ce qu'elles estiment que cela doit être donné par rapport à leur lieu d'origine, par rapport à leur statut, et puis en même temps garantir à ce qu'il y ait toujours une cohésion à l'intérieur de la maison. Et comme disait quelqu'un que j'ai longuement interviewé, il me disait, mais tu sais, l'insulte suprême faite par les uns, que ce soit les nôtres ou bien l'autre en face, c'est de nous traiter de mal élevés. Parce que quand on nous traite de mal élevés, ce n'est pas nous, c'est nos parents. Et surtout nos mères. Parce que c'est elles qui vont porter, et on s'aperçoit que beaucoup de familles, on va avoir assisté, ça c'est un truc que j'ai découvert la semaine dernière, beaucoup de femmes vont être veuves à 40 ans. Et donc elles se rendent dans l'impossibilité de retourner chez elles, donc doivent trouver du travail et en même temps continuer à garder une cohésion à l'intérieur de la maison. Et le choix va être compliqué pour elles, c'est-à-dire soit elles garantissent la survie de la langue maternelle, ou soit elles s'investissent sur l'école comme élément d'émancipation. On trouve les deux schémas. Donc c'est là toute la difficulté pour la nouvelle génération de revendiquer cet héritage-là, que finalement notre éducation, à part le nom que nous portons, notre éducation elle a été façonnée par nos mères, et nos pères ne sont devenus que des éléments qui apparaissent, qui vont nous emmener dans les coutumes, mais ça restera très cérémoniel comme éducation. Leur force, leur identité, elle s'est construite sur une identité maternelle. D'autres questions ? Yorana, je suis un peu inquiet de la situation des Polynésiens en Nouvelle-Calédonie.
Je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie il y a 5 ans. Et j'ai pas le sentiment que les Polynésiens en Calédonie ou nés en Calédonie trouvent une place de réels Polynésiens au sein de la communauté calédonienne. Je connais pas mal de Polynésiens en Calédonie qui ne parlent pas le Riumahui. Et malheureusement, ce n'est pas qu'un problème en Polynésie, ça devient un réel problème identitaire, même en Nouvelle-Calédonie. Mis à part les différents décalages, je dirais, entre les Mélanésiens en Nouvelle-Calédonie ou encore des autres communautés en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que la Polynésie, avec la Nouvelle-Calédonie, vous pensez faire quelque chose pour ces Polynésiens expatriés ici en Nouvelle-Calédonie? Quand il sera président. Bernard, tu veux dire quelque chose là-dessus ou non? Disons que comment dire, ce que tu décris par rapport aux Polynésiens de Nouvelle-Calédonie qui ne parlent pas le tahitien ou d'autres langues de chez nous, on retrouve ça aussi au sein de la communauté tahitienne qui vit à Hawaï. Quelle est l'utilité, encore une fois, pour ces Polynésiens-là, que ce soit ici ou à Hawaï, de parler tahitien, par exemple? Je sais qu'à Hawaï, j'ai essayé de mettre en place une école gratuite d'enseignement de tahitien pour la communauté tahitienne vivant à Hawaï. On n'avait aucun étudiant parce que personne ne venait de la communauté parce que ils n'avaient pas la conscience à l'intérieur d'eux, sûrement de l'importance aussi de pratiquer la langue ancestrale. Ils préféraient parler en anglais, par exemple. La question reste identitaire. J'ai rencontré beaucoup de Mélanésiens en Polynésie qui parlent tahitien. Ou encore à Marie, tout le monde le connaît, du moins savent de qui je parle. Il y a un tahitien qui est à Marie qui parle négoné. Donc c'est quand même intéressant de voir cette richesse qui n'est malheureusement pas partagée par un nombre plus important de Polynésiens ou de Mélanésiens en Polynésie. Je voudrais juste intervenir sur ce sujet, si vous le permettez. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas évoqué, c'est le fait, tout à l'heure on l'a dit dans la coutume, hein, il y a un des vieux qui a parlé, il a dit « on est cousins ». Mais de ce cousinage, on ne fait rien. Et je crois que là, il y a un véritable problème, c'est de se dire que si on est polynésien, ici, on est aussi dans une terre océanienne. Et qu'il y a tout le problème, effectivement, de la rencontre des peuples océaniens et du travail qu'ils pourraient faire ensemble autour de leur langue. Et là, il y a quelque chose certainement qui manque. C'est-à-dire qu'on est dans un pays de communauté avec beaucoup de juxtapositions, c'est lié à toute une histoire. Mais justement, parmi les choses qui pourraient être faites, c'est de créer ce lien. Et je pense que si ce lien était créé, il serait certainement à l'initiative d'une dynamique à l'intérieur du pays qui aujourd'hui manque. Et il y a peut-être, avant de découvrir son identité polynésienne, rappeler qu'on est aussi en Océanie. La balle est dans votre camp. Ben, je suis pas sûr. J'ai évidemment aucune solution pour ici. Je ne connais pas, je veux dire, je ne peux rien dire. Mais je pense simplement à la situation comparable alors des Samoans émigrés en Nouvelle-Zélande, entre autres. Pourquoi là-bas, il y a beaucoup de after-hours cours de langue et culture samoane faites par des Samoans plus âgés ou des Samoans dont c'est devenu la spécialité. Donc là, justement, on est dans ces choses dont on disait tout à l'heure que ça n'existe pas dans les îles, mais dans les communautés émigrées, oui. Et qu'on a un certain nombre de Samoans nés en Nouvelle-Zélande qui y viennent. Pour une seule raison, c'est que les Samoans, même de la nouvelle génération, ou même qui sont de deuxième ou troisième génération, tant qu'ils ont le lien à la terre, à savoir, en gros, c'est 85% du pays, c'est des terres coutumières, tant qu'on a le lien généalogique, on peut
c'est sa terre, on peut y retourner quand on veut. Après, c'est autre chose. Oh là, tu arrives, il n'y a plus beaucoup de place, fais-toi une petite cabane là, c'est autre chose. Mais c'est ma terre parce que j'ai ce lien. Tant qu'il y a ça, et tant que tous les Samoans que j'ai rencontrés, jeunes ou vieux, disent « le jour où je mourrai là-bas, et dans ma terre ». Donc, évidemment, le lien à la terre est vital. Pour pouvoir dire ce lien à la terre, il n'est pas question de retourner et de parler à la famille en anglais, en disant « mais souvenez-vous que mon arrière-grand-père, c'est le cousin d'eux ». Non, il faut le faire en samoan. Donc là, il y a une raison très objective qui fait que même les Samoans émigrés tiennent à garder autant que possible une certaine connaissance de la langue, et c'est pour ça que les cours qui les intéressent, c'est toujours des cours de langue et culture samoane à l'étranger. Mais c'est vrai que quand le lien, disons, généalogique, vital, est moins là, ben évidemment, il y a moins d'incentive pour mettre en place une structure d'enseignement et de perpétuation, et etc. Moi, j'avais une question très très simple sur ton exposé, Serge. Enfin, c'était sur le cas dont tu parlais, sur l'idée de la poste et on rentre à la poste et voilà. Et alors donc, si je comprends bien, ça n'arrive jamais. Est-ce qu'un employé blanc, quelqu'un qui serait, ce serait quelqu'un forcément qui aurait appris le samoan, comme si moi je suis en Australie, j'apprends l'anglais ou? Très bonne question, parce que un employé blanc, il sera pas au guichet. Ah. Il sera à l'étage supérieur, chief accounting. Et là, oui, quand la famille samoane va le voir pour lui demander un prêt, ah bah oui, il faudra parler anglais. Et la famille samoane viendra avec l'un des leurs qui sait bien parler anglais pour parler au chief. Quand il y a, et dans ce cas, c'est souvent un employé qui n'est pas né à Samoa, qui est venu par le business de la banque. Mais des employés venus de l'extérieur et qui se sont dit je vais chercher du boulot à Samoa, enfin quelqu'un qui travaille dans le secteur bancaire à l'étranger ne va pas venir chercher du boulot à Samoa, il sera payé 5 fois moins. Et que ceux qui sont nés dans le pays, ben, ils sont bilingues. Voilà. Mais ils peuvent être blancs et bilingues. Oui. Et s'ils sont blancs et bilingues et donc qui sont nés là, ils peuvent aussi être employés à la poste au guichet. Oui, mais alors je dirais, comment dire. Non, mais c'est important. Entendons-nous sur ils sont blancs. Je sais pas. Enfin, si on remonte un tout petit peu, 1, 2, 3, 3 générations, les gens nés au pays et qui sont enracinés dans le pays ont très souvent des origines mixtes. Je ne connais pas de famille qui soit venue d'un pays européen quelconque et qui se soit, entre guillemets, reproduit uniquement entre soi. Donc, ce cas-là n'arrivera pas. Donc, Monsieur Tcharizov, vous avez dit que vous ne connaissiez pas la situation des Samoans américaines à côté, mais quand même, je suppose que vous en avez une petite idée. Alors, quelle est la situation linguistique aux Samoans américaines? Est-ce qu'elle est fondamentalement différente de l'État de Samoa, même de manière superficielle? Mes limites, c'est que je ne suis plus retourné aux Samoa américaines depuis 20 ans. Et quand j'y suis allé, je n'avais fait aucune enquête sur le système scolaire. Ce que j'avais vu il y a 20 ans de la situation linguistique quotidienne, là, c'est exactement ce que je disais pour le Samoa occidental. Tout le monde parlait entre soi samoan. Alors, je ne sais pas, les débats à l'Assemblée territoriale locale, parce qu'il y en a une, je crois bien qu'ils étaient en samoan. Mais tout ça, bon, ça remonte à 20 ans. Je suis totalement incapable de dire ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, il y a une autre chose qui est très particulière aux Samoa américaines, c'est que je ne sais pas du tout si c'est par réaction
du fait qu'ils sont sous tutelle américaine. Entre nous, soit dit, il y a eu plusieurs référendats, votes, etc. Ils tiennent absolument à le rester. Et pour des raisons très simples, quand il y a un cyclone aux Samoa américaines, il y a des fonds fédéraux pour tout reconstruire. Quand il y a un cyclone au Samoa occidental, rien. Il y a de l'aide internationale, mais il n'y a pas, c'est pas du tout dans les structures. Mais je disais, je ne sais pas si c'est par rapport à ça, mais les Samoans américains sont, ça on me l'a dit souvent, je l'avais vu un peu il y a 20 ans, sont devenus hyper traditionnalistes. Ils vont renforcer 10 fois ce qu'il faut faire en langage cérémoniel, le système des matai, chefs de village, etc., dans les cercles villageois. Il y a aussi tout un fond légendaire qui voudrait qu'il y a 1000 ans, les plus grands titres étaient là-bas, aux îles Manua. Ce qui n'est pas impossible, parce qu'il y a toute une mythologie de la géographie là-bas qui pourrait l'expliquer, peu importe. Donc, je m'attendrais à ce que la langue samoane là-bas reste énormément préservée, mais peut-être de plus en plus, justement, préservée de manière un petit peu musée, garder les grandes traditions de la chefferie, etc. Mais c'est vrai qu'au jour le jour, même il y a 20 ans quand j'étais là-bas, les gens entre eux parlaient samoan, mais tous parlaient anglais, les jeunes. Alors que ce n'était pas du tout le cas au Samoa occidental. Voilà ce que je peux dire pour le Samoa américain, mais c'est très peu de choses. Je me donne à moi-même la parole. Je voulais juste poser une question à Steve. Je sais que c'est pas votre spécialité, mais vous connaissez bien la situation à Hawaï. Est-ce que à Hawaï, c'est vraiment l'image qu'on peut avoir en connaissant pas bien le pays, une situation très homogène de la langue hawaïenne, ou est-ce qu'on a des variations dialectales entre les différentes îles? Est-ce que c'est un seul hawaïen ou est-ce qu'on a différentes variétés? Alors, effectivement, à la base, c'était différents dialectes, et que le hawaïen qui est parlé actuellement, la langue hawaïenne qui est parlée actuellement, c'est la langue, c'était le dialecte initial qui était parlé sur l'île de Hawaï, connue aujourd'hui pour être Big Island. Le dialecte de Big Island, qui est devenu la langue hawaïenne communément utilisée à l'heure actuelle, est très différent de la langue tahitienne, alors que le dialecte de départ de l'île de Kauai est très proche du tahitien. Mais pour répondre à votre question, aujourd'hui, dans la situation linguistique à Hawaï, la langue est plutôt homogène. Non, pas vraiment. Dans les petites communautés, dans les îles, ils pratiquent leur langue, mais la langue institutionnalisée, c'est la langue dite hawaïenne que tout le monde connaît, effectivement. Il y a des différences, non pas en termes de langue en soi, mais en termes j'ai envie de dire, de création de néologismes entre l'université de Hawaï située à Manoa et l'université de Hawaï située à Hilo. Là, il y a un fossé entre ces deux campus sur la création des néologismes, mais pas tant sur la langue en elle-même. Moi, j'ai une autre question à Steve, justement. Quelles sont les langues qui sont visibles ou audibles dans les médias à Hawaï? L'anglais. Exclusivement l'anglais? Oui. Bien sûr qu'on entend aussi du hawaïen, mais pour prendre un exemple concret, la dernière fois, en discutant avec un des professeurs de langue hawaïenne, ils avaient organisé un débat télévisé. Bon, ça remonte un petit peu quand même, c'était dans les années 90, mais un débat télévisé en réunissant des acteurs de la culture hawaïenne pour débattre de l'identité hawaïenne, des langues, etc. Le débat, contrairement à ce qui peut se faire en Polynésie française, le débat s'est fait en anglais et pas en hawaïen. Et au niveau de l'affichage urbain, de la toponymie, c'est la même politique? Là, c'est beaucoup plus représenté au niveau des rues. Les rues portent des noms hawaïens. Mais ça, au niveau des gens qui ne sont pas nécessairement connaisseurs,
on peut se dire, oh, c'est super, il y a des noms de rues hawaïens. Par contre, pour les connaisseurs, ils sont conscients que parfois il y a énormément de rues où les noms hawaïens qui sont mis là ne veulent rien dire. Ne veulent rien dire. C'est très Est-ce qu'il y a d'autres questions sur... parce que, bon, sinon, peut-être juste un mot pour aussi parler de la matinée en général, parce que si je regarde bien le programme, rappelle-moi le programme, c'est dans 10 minutes qu'on s'arrête. Oui. Voilà, c'est ça. Je veux dire, je veux juste rappeler qu'en fait, en bricolant un petit peu comme ça, on est ici, de manière générale, en poursuivant 2 thèmes dont a priori on pourrait se dire qu'ils sont différents. L'un des thèmes, Bernard Rigaud en a parlé, Nick Evans dans son livre récent aussi, c'est la nécessité vitale, humaine, d'étudier toutes les langues, même quand elles ne sont parlées que par des communautés peu nombreuses. Et on sait pourquoi, mais on peut en rediscuter. Et d'autre part, sujet beaucoup plus spécialisé, mais qui revient inévitablement, l'école, les vertus du multilinguisme. Il y a déjà eu des colloques ici. Il y a un très beau colloque en 2010 qui avait été organisé par l'ALK, Jacques Vernaudon et d'autres, et qui est sur le site de l'ALK. Donc je vous invite à y aller. Il y a plusieurs papiers. Là-bas, c'est un colloque qui a eu lieu ici même. Donc, peut-être, juste pour ouvrir cette discussion-là, est-ce que tout le monde se dit ces 2 sujets sont en fait intimement liés ou non, ils n'ont pas grand-chose à voir? Quelqu'un veut-il intervenir là-dessus? Oui, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui relie tout ça, c'est que on ne peut pas séparer la langue des problèmes de société, pour dire rapidement les choses. Et les 3 interlocuteurs de ce matin, les 3 intervenants ont bien montré qu'on ne pouvait pas séparer la langue de ses usages sociaux. Les usages sociaux de la langue, des contextes, des situations, des pratiques, des réseaux qui étaient mis en œuvre et que c'est un élément important. Et bien entendu qu'on ne pouvait pas non plus séparer ces problèmes d'usages sociaux de la langue d'un problème politique plus global, savoir quel type d'organisation on veut, qui pose bien entendu encore un problème plus global, qui est celui de l'organisation de la société globale et de la reconnaissance de ces langues comme étant des valeurs. À partir du moment où on pose cette double valeur qui est à la fois celle de la pluralité et en même temps celle de la reconnaissance de la valeur de chaque langue, je crois qu'on a de quoi unir les différents sujets que tu as évoqués. Des interventions là-dessus? Juste un au revoir de John qui est obligé de nous quitter pour prendre l'avion. Donc merci John. Merci. Je veux dire observation empirique simple, enfin d'abord pas simple, les enquêtes pointues, statistiques menées par différentes équipes autour du programme École Pomme, aussi bien en Nouvelle-Calédonie qu'en Polynésie française, qui ont montré que les enfants qui passent par des écoles au minimum bilingues par rapport à ceux qui sont en monolingue au bout du compte réussissent aussi bien, au minimum, si pas parfois mieux, dans la langue dominante. Donc ça balaye tous les arguments sur c'est mieux de se concentrer sur une seule langue. Mais également l'observation empirique que les linguistes du moins connaissent bien. Plus tu apprends de langues, plus tu as de la facilité à en apprendre de nouvelles. C'est pour ça qu'on s'étonne toujours, mais ces linguistes, mais ils parlent 10 langues. Oui, mais en fait, il suffit de commencer. Enfin, moi, je suis pas linguiste, mais c'est eux qui me le disent. J'ai quelques amis proches. 1, 2, 3, puis après, ça va de plus en plus vite. Il y a quelque chose là-dedans qui montre bien qu'à la fois toutes les différences que l'on veut sur les langues et qu'à chaque fois, c'est une découverte nouvelle, mais une découverte nouvelle d'une des facettes du mental humain, pour dire bref.
Parce que si les langues n'avaient rien à voir les unes avec les autres, et que en étudier le plus possible ne ferait qu'aboutir à une palette de structures comme des monades, ça ne produirait pas cet effet. Que plus on apprend des langues, plus on a de la facilité à en apprendre. Donc là, il me semble qu'il y a un exemple extrêmement simple et concret de ce passage dont parlait d'ailleurs Bernard ce matin, entre l'universel et le particulier, la différence des langues et des cultures et l'universel humain. Non pas l'universel à la Chomsky qui voulait percer en quelque sorte un secret de structure universelle des langues, mais exactement les mêmes débats que l'anthropologie a depuis longtemps, depuis l'époque où au CNRS la section s'appelait Unité de l'homme et diversité des cultures. C'est toujours le même point de rencontre. Donc bon, c'est pour ça que pour moi ces deux sujets, évidemment, autour desquels on bricole ici, sont complètement mêlés. Enfin, je ne sais pas si je dis des bêtises, c'est des trop linguistes de... Mais y a-t-il en fait une approche qui consisterait à dire il y a les valeurs de compétition, de combat, donc on a parlé accès à l'emploi, accès à la compétition économique, mondialisation, donc utilisation de l'anglais, versus tout ce qui a été évoqué par l'ensemble des présentations, les valeurs d'éthique, les valeurs d'humanisme, les valeurs d'identité. Et après, comment on fait cohabiter les deux. Mais j'ai retenu, moi, en tant que participant, enfin écoutant, le fait que l'aspect utilitaire, il correspond pour moi en partie à cet aspect de compétition, au sens large, et je ne sais pas comment vous commenteriez ça. Non mais on est bien d'accord ici, justement, par cette articulation que je faisais entre ces deux thèmes, que la version utilitariste pauvre, qui était le discours dominant dans l'éducation il y a 15 ans, qui est il faut que les enfants se concentrent sur une langue parce qu'ils vont être bien meilleurs là-dedans. Bon, on sait que ça marche pas. Pour qu'ils soient bien meilleurs là-dedans, il faut que justement qu'ils ne se concentrent pas sur une seule langue. Mais maintenant, cela étant dit, on peut justement trouver de nombreux thèmes utilitaristes au multilinguisme. Eh bien, ils seront aussi bons, mais souvent même meilleurs que... Et si on entre dans le monde des affaires, on sait très bien, par différents parcours, quand on interroge, surtout aux États-Unis d'ailleurs, les personnes qui ont réussi, 9 fois sur 10, elles viennent d'un environnement éducatif culturel, multiculturel, pas forcément en ayant la maîtrise d'un grand nombre de langues, mais ayant toujours eu cette multiculturalité qui fait qu'ils ont toujours réussi, ou à s'adapter plus facilement et plus rapidement à des situations nouvelles dans le travail, ou prendre plus de recul par rapport à des situations récurrentes dans une culture donnée, le business américain, en se disant oui, mais bon, si j'étais ailleurs, je pourrais répondre ça, je pourrais dire cela, etc. Et souvent, cela aide. Alors, si c'est de ça dont on veut parler, oui, il y a beaucoup de bonnes raisons utilitaristes à l'éducation multilingue et à l'apprentissage des langues. Mais bon, c'est une de ces utilitarismes. Mais je ne sais pas si c'est ça que vous aviez en tête. Il est 11h40, pile poil, chef. Oui, tout à fait. Il est 11h40. Je rajouterai juste une petite chose, c'est que l'anglais elle-même, en tant que langue, est en train de souffrir profondément de cette mondialisation et de cette compétition, et que peut-être on va se rendre compte que quand on veut essayer de penser, on est obligé de passer par des langues qui soient un peu plus structurées que cette langue-là qui est aujourd'hui en train de s'appauvrir à toute vitesse.
Oui, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Je parlais de la langue, de cette langue de compétition qu'on nous a créée. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je ne parle pas de ces langues-là. Je parle de cette espèce de langue internationale qu'on est en train d'essayer de créer et qui, elle, est la langue de compétition plus que les Anglais qui sont là. Là, on retombe sur les mêmes choses qu'en sociologie, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des organigrammes et que toutes les entreprises internationales fonctionnent soi-disant sur le même schéma. Et quand on va ensuite regarder comment ça fonctionne dans l'entreprise, on s'aperçoit que si on appliquait le schéma, ça ne fonctionnerait pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on est obligé de tenir compte de la culture locale et de travailler avec. Et ça, c'est un élément aussi très important à prendre en compte. On n'arrive pas à appauvrir comme ça. Il y a toujours une résistance.